Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Mon nom est Eliane Hippo. Je suis business coach, action coach à Paris et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Denis Granger-Chancel qui a promu, créé, fondé MyFlex Group. Bonjour Denis. Bonjour et merci pour cette interview. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir de recevoir des chefs d'entreprise pour qu'ils nous expliquent leur parcours de chef d'entreprise. Alors justement, ma première question, ça va être, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial et nous présenter ta société? Oui, alors moi j'ai été chef d'entreprise très 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 jeune, assez rapidement. J'étais d'abord bien sûr salarié pendant quelques années, très peu, trois quatre, et ensuite j'ai monté ma première société. Et il s'avère qu'au courant j'ai eu deux autres sociétés avant celle-ci, et j'ai en 2016 décidé de répondre à une problématique que les entrepreneurs avaient, qui sont surtout la flexibilité dans le monde du bureau. Souvent, je me rendrais compte que quand on commence, ou même de façon générale, il fallait immobiliser un grand nombre au CAPEX, un grand nombre d'argent et se retrouver parfois avec 18 mois immobilisés pour avoir des bureaux qui nous engageaient sur 3-6 ans. Donc moi, j'ai décidé de monter MyFlex Group pour justement répondre à cette problématique et apporter plus que sur les CAPEX, des lignes d'OPEX, donc plus facilement gérables pour le chef d'entreprise et pour ses finances. Et nous avons aujourd'hui 40 000 m² de bureaux opérés, justement, avec tout type d'entreprises. De plus en plus de grands comptes viennent nous voir, d'ailleurs. Je crois que c'est la majorité maintenant. Et on a des bureaux qui partent de 100 à 3 000 m² à Paris, à Lyon et à Miami. Alors, cette diversité, tu l'avais envisagée dès le départ, cette diversité géographique? Non, c'est opportuniste. Un chef d'entreprise et un entrepreneur, c'est opportuniste. Donc, dès qu'il trouve un business ou un filiale de business, aujourd'hui, Miami s'est ouvert parce qu'on avait 2 ou 3 demandes et on a suivi ces demandes et on a ouvert des jolis locaux qui sont assez magnifiques dans le centre de Miami. Maintenant, Lyon, effectivement, c'était dans le business plan et on a suivi notre business plan vraiment à la lettre et ça a très bien réussi parce qu'on a 100% de taux de remplissage à Lyon. Et Paris, bien sûr, on ne peut pas faire autrement. C'est là où est le gros de la demande. On est rive droite essentiellement, là où toutes les entreprises souhaitent aller, entre le QCA et le 10e, 2e, 3e, qui sont très recherchés aujourd'hui. Alors, ton client idéal, parce que tu nous as parlé de grands groupes, de petites entreprises, quel est ton client idéal finalement? J'ai pas beaucoup de. Alors, mon client idéal, c'est un client qui comprend la valeur ajoutée qu'on lui apporte. Donc, c'est-à-dire un client qui a déjà une structure, une connaissance de l'immobilier. Donc, ça, c'est le client idéal. J'en ai pas beaucoup. J'en ai aussi. Ça dépend. Avec une certaine maturité, donc les groupes qui ont comprennent très vite la valeur ajoutée. C'est vrai que la start-up qui commence, qui n'a jamais d'expérience dans l'immobilier, ça demande une éducation et parfois c'est difficile à gérer. Euh, Parce que clairement, on donne un service extrêmement pointu et extrêmement, on va dire même développé, parce qu'on s'occupe du ménage, de l'entretien, des dégâts des eaux, donc des normes incendies, des normes de courant électrique, etc. Tout est maîtrisé chez nous, même l'hospitality, etc. Et certains jeunes débutants entrepreneurs croient que l'immobilier, c'est ça. Non, ça, c'est une valeur ajoutée qu'on apporte sur le marché, et l'immobilier, c'est tout sauf ça, justement. Et donc, si vous voulez, si tu veux, le client idéal, c'est plus le client qui a déjà une connaissance de cette valeur qu'on apporte. Sinon, il faut que je l'éduque. Et il s'en rend compte s'il va voir ailleurs. Après, il revient en disant, mais c'était pas si mal, c'était même très bien. Il faut vite que. C'est vrai que les règles aujourd'hui sont très complexes, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on apporte une valeur ajoutée qui est vraiment importante quand on maîtrise bien le domaine, la matière immobilière. Alors, l'unicité finalement de MyFlex Group, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée et c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Alors, c'est quoi votre secret? Bah, notre secret, c'est que, alors, c'est là où on se différencie justement de nos concurrents, c'est un peu aussi notre secret, c'est on a des locaux, on a une diversité de locaux qui est assez multiple. C'est-à-dire qu'on a des biens de 100 m², mais aussi des 3000 m² qui peuvent généralement être pris en autonomie totale. C'est-à-dire qu'on a des entreprises aussi bien de 10-15 postes, mais aussi de 300 postes. Là, je sors d'une visite pour 320 postes sur un bel immeuble. Donc,
c'est justement cette flexibilité qu'on apporte sur le marché de l'immobilier tertiaire qui permet, qui vraiment avoir cette opportunité pour les entreprises. Nos concurrents, la plupart du temps, ont une verticalité et ils vont faire des découpages plus ou moins importants dans cette verticalité. Nous, on est très dispatchés, ce qui permet à nos clients de trouver toujours des solutions et on est très présent dans des quartiers QCA et rive droite, on va dire général. Donc, ça permet toujours de pouvoir accompagner sur l'évolution de nos clients et voire même de trouver des solutions annexes si ils ont des moments ponctuels de croissance, etc. Donc ça, c'est vraiment notre spécificité. Alors, ton client, finalement, il s'installe dans tes bureaux que tu as mis à disposition, mais surtout que tu as façonné par rapport à ton client. Il reste combien de temps, tes clients? En moyenne, notre taux moyen, il est 18 mois, voire là, c'est en train de monter à 20, 20, 22. Ça dépend surtout à Lyon. À Lyon, on a 22. Et à Paris, on est autour de 18, 20. Mais généralement, là, on se rend compte avec le temps que beaucoup renouvellent. Donc, il y a beaucoup de renouvellement. On est à 66% de taux de renouvellement, ce qui est plutôt pas mal. Euh, donc, ça veut dire quand même qu'on a quand même pas mal de gens qui trouvent que notre solution correspond vraiment à leurs besoins sur le long terme. Et ils ont raison, parce que généralement, nos services, quand on fait un comparatif sur 3, 4 ans, sont beaucoup plus économiques. Ça revient moins cher à une entreprise. Encore une fois, nous, on travaille sur les OPEX de l'entreprise, sur la ligne OPEX, pas sur la ligne CAPEX. Sauf s'ils me demandent de refaire tous leurs locaux en rose fuchsia, et dans ce cas-là, ils vont le passer au CAPEX. Je leur ferai un devis. Moi, je dis jamais non. Donc, je ferai un devis et on remettra au propre, enfin, en tout cas, selon les critères qu'on souhaite lorsqu'ils partiront. Mais généralement, ce sont des OPEX, donc ça leur permet de mieux gérer leur comptabilité. Alors, on a vécu des périodes compliquées. Comment est-ce que vous avez adapté, toi et ton équipe, votre proposition? Comment est-ce que vous avez fait pour traverser cette période où il y a eu beaucoup de gens quand même un petit peu cantonnés chez eux et qui étaient un petit peu privés d'une vie sociale? Alors, nous, déjà, on avait une obligation de maintien et on faisait partie des sociétés qui avaient le droit de se déplacer parce qu'on avait une obligation de maintien des locaux. Et même si beaucoup de nos clients avaient des services minimums, voire pas de service du tout, on n'a pas eu beaucoup, nos taux étaient, on n'a pas eu beaucoup de pertes dans notre parc, que 2 ou 3 clients qui ont dû partir pour X raisons. Euh, mais généralement, ça n'a pas été une période difficile plus que l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'on a dû gérer, on a fait un PGE, on est en train de rembourser, qu'on commence à rembourser d'ailleurs. Et, euh, mais globalement, on a quand même une belle croissance cette année-là. Et on a quand même reparti sur les signatures dès que la pandémie s'est affaiblie. Oui, parce que tout le monde avait hâte finalement de retrouver un petit peu un lien social. Alors justement, est-ce qu'il y a de fausses croyances, des idées préconçues peut-être sur ton secteur d'activité que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Sur mon secteur d'activité, oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Déjà, on m'a dit, j'ai entendu souvent, ah, le télétravail est là, c'est la fin du bureau. Bon, déjà, on a vu même certaines entreprises dire, allez, 100% télétravail, on arrête tout, je vends tous mes bureaux, je me débarrasse de tous mes bureaux. Donc ça, j'ai même eu des appels beaucoup à post-Covid. J'ai récupéré des belles opportunités d'ailleurs. Mais j'ai toujours dit garder la tête froide. Le bureau, c'est un repère. C'est vraiment, on en a besoin. L'entreprise de façon générale, mais alors sans matérialité de l'entreprise, donc un bureau, c'est compliqué, on le voit bien, parce que maintenant, on est en train de revenir en arrière. Certaines entreprises même sont interdites de télétravail. Ça, c'est moi, je pense que c'est extrême. Mais globalement, maintenant, on arrive à une sorte de maturité où on a une mixité bureau-télétravail. Donc, généralement, c'est 2 jours de télétravail par semaine. Donc, nous, moi, je ne le vois pas comme un ennemi, ou comme un danger, mais plutôt comme une opportunité, parce qu'on gère mieux le bureau, on le gère depuis, et nous, on est un acteur, justement. On va créer ce qu'on appelle des flagships pour les entreprises, donc des espèces de standards améliorés de la qualité qu'on offre aux salariés, de lieux de rencontre, de lieux de vie, de lieux d'échange, de lieux de créativité. Et ça, on est des acteurs qui permettent d'adapter en fonction de la vie et des besoins de l'entreprise. Donc, pour moi, je voudrais vraiment mettre à bas le fait que, comme quoi, le télétravail est un problème pour le bureau. Moi, je pense que, effectivement, le bureau, anciennement, c'est-à-dire des postes
à la ligne comme ça, où on oblige les gens à venir. Oui, ça, c'est mort, et définitivement, et heureusement, je dirais presque, mais le nouveau bureau, il s'est réinventé. En tout cas, nous, on est un acteur de ce renouveau. Ça, je pense que c'est une belle vie devant lui. Alors, je te suis complètement. Et puis, alors, tout à l'heure, tu mentionnais effectivement les belles opportunités que tu avais eues à la fin du confinement. Alors, nous avons 30 ans d'existence, donc on a vécu un certain nombre de crises et on constate toujours les mêmes proportions. Il y a un tiers des entreprises qui disparaissent, un tiers pour lesquelles finalement ça ne change rien et un tiers des entreprises pour lesquelles effectivement derrière il y a une croissance importante. Je suis très heureuse que vous ayez fait partie des heureux élus. Comment est-ce que tu prépares ton entreprise et quelles sont les prochaines étapes de développement de ton entreprise? Alors, j'en ai plusieurs là aujourd'hui. On a des belles opportunités sur le marché. On a un marché qui est en train de entrer dans sa phase de maturité. On a eu pendant 6 ans, 7 ans, un marché qui s'est, avec bien sûr WeWork qui a un peu donné les grosses tendances, qui s'est, on va dire, agité. Et aujourd'hui, on arrive sur une sédentarisation du marché avec une certaine maturité des marques, en tout cas celles qui vont se pérenniser. On le voit bien, WeWork avec un business model compliqué, même si le projet était génial, est en train de péricliter. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est que des acteurs avec une stabilité, un business model très sain, arrivent à reprendre le flambeau. Je pense qu'on fait partie de ces sociétés qui, aujourd'hui, apportent une vraie solution sur le marché et qui va permettre de faire évoluer le mindset, enfin la façon dont on voit ce marché-là, le besoin et surtout de plus en plus de grands comptes. Nous, là, on vient de répondre à 2 appels d'offres. Un premier où on attend les résultats d'un moment à l'autre. Et le deuxième, là, on attend le cahier des charges précis pour justement des très grands comptes du CAC 40 revoir complètement leur offre, plus en flex office. Donc, je pense que ce marché-là va vraiment commencer à se stabiliser. Et voilà. Donc, nous, on veut être présents. Donc, ça, c'est un vrai newbies. C'est-à-dire qu'au-delà du parc que je propose, on va accompagner les entreprises pour évoluer vers ce type de réflexion sur le flex office. Et ça, effectivement, on voit l'évolution des mentalités et bien entendu, l'immobilier et le bureau doivent faire partie de l'équation. Alors, tu mentionnais avoir répondu à des appels d'offres. Comment est-ce que viennent tes clients à toi? Parce que j'imagine qu'ils ne viennent pas uniquement que sur appel d'offres. Non, alors, on a aujourd'hui, comme beaucoup de mes confrères, je pense, on a une approche variée. On fait du multicanal. Donc, le premier canal, c'est les brokers, nos partenaires brokers. Ensuite, le deuxième canal, c'est le marketing. On a des actions marketing, à peu près à part égale d'ailleurs. Et le troisième canal, c'est les appels d'offres. Donc voilà, on est aujourd'hui sur ce type d'approche et ça fonctionne plutôt bien. Mais on reste très dans le marché est très Lean Market est très collaboratif, c'est-à-dire on a beaucoup de prescripteurs ou de KOL avec qui on collabore régulièrement et qui nous permettent de toujours garder cette pression sur nos espaces. D'accord. Alors, une question qui est un petit peu, qui va nécessiter un petit peu d'imagination. On va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps. Et je t'embarque, Denis. Et nous redescendons de quelques années, enfin, nous retournons quelques années en arrière et tu te rencontres adolescent. Et là, forcément, eh bien, il y a des conseils que tu aimerais peut-être prodiguer aux jeunes Denis adolescents qui s'interrogent sur que vais-je faire de ma vie et comment est-ce que je vais l'appréhender. C'est une bonne question. C'est une bonne, enfin plutôt un bon exercice. Euh, le jeune Denis était. Alors moi, je suis Bélier, donc Moi aussi. enfin, tu imagines ou tout le monde imagine ce que ça représente. Voilà. Alors toi, tu sais encore mieux ce que ça représente. Ça veut dire que aux jeunes, je dirais, essaie d'un peu moins avancer la tête la première, réfléchis et ouvre les yeux un peu avant. Je suis un décisionnaire, donc moi je prends des décisions quand je me lève, donc on me paye souvent pour prendre des décisions et j'ai été avant dans des boîtes de conseil, donc on me payait très cher pour prendre des décisions parce que il faut être créatif et décisionnaire. Donc voilà. Donc le problème c'est que souvent, en tout cas, l'autre partie quand on a cette personnalité, ça c'est le côté positif ou le bon côté de la médaille
L'autre partie, c'est que souvent, on fonce les premiers, quand il faut aller à la bagarre, même au niveau juridique, ou etc. J'ai pu, dans le passé, y aller le premier en disant, c'est pas grave, on y va, on fonce, il faut sortir de cette situation, etc. Donc, je dirais plus à ce Denis-là d'être plus patient, d'apprendre à gérer son impatience, son énervement, voilà. Donc, c'est voilà le premier conseil que je donnerais. Son impulsivité et peut-être Impulsivité. attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Tu te doutes si tu es bélier de quoi je veux dire. Donc on est très. Après, ça a des côtés très positifs. Je pense que les gens qui me connaissent disent et jamais fait partie des gens qui nous disent quand on dit ces gens-là ils vont toujours s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on avance. Et s'il y a un mur, ben on le défonce. C'est exactement ça. Donnez-moi un mur que je le défonce. Voilà. J'ai pas le choix. Je vais pas. Donc voilà. Mais bon, Les c'est atermoiements, bien non. d'avoir. Donc, effectivement, s'entourer de personnes qui mettent éventuellement quelques warnings. Est-ce que tu as regardé ça? Ça peut éventuellement Non, permettre je pense de que ça, voir. j'y crois pas trop. Je crois pas trop. Il faut, en tout cas, avec des personnalités comme la mienne ou la tienne, je suppose, je me rends compte que effectivement, des gens qui m'ont dit warning ou qui m'apportent des bons conseils, il y en a eu beaucoup. Le problème, c'est on fait partie des gens qui ont besoin d'apprendre en tombant, Oui. et ça, c'est une qualité. C'est-à-dire qu'il faut, comme un bébé, hein, il faut apprendre à marcher. Avant de marcher parfaitement, il faut tomber une dizaine de fois, 20 fois, 100 fois, mais au moins après, on marche encore mieux parce qu'on sait éviter les erreurs. Donc, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin et qui ont mis des pieds à terre, c'est vrai, mais qui se sont relevés plus fort. Et voilà. Souvent, je me compare à un boxeur. C'est vrai que dans le monde du business, parfois on prend une série de coups, mais ça nous apprend aussi d'être très sain, de regarder comment les prochains vont arriver et de les éviter. Parfois, j'en vois même 10 coups d'avance maintenant avec l'expérience, parce que j'ai une certaine expérience. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la maturité, je pense. Effectivement, et je suis complètement, ce n'est qu'en tombant qu'on apprend à marcher. Il faut effectivement apprendre de ses erreurs et avoir vécu l'expérience par soi-même. Alors justement, quelle est la plus grosse, la chose la plus importante que tu aies appris en tant que chef d'entreprise, quelque chose auquel tu n'avais pas obligatoirement pensé quand tu t'es lancé dans l'aventure? Parce que tu t'es lancé très jeune, donc Oui, il y en a plusieurs, mais la plus importante, on va dire que je pense que la plus importante, c'était d'apprendre à prendre de la distance tout en gardant un côté. Je pense l'instinct de chef d'entreprise, quand on prend, est d'abord d'être très ouvert. C'est-à-dire qu'on est dans l'empathie et on est avec une sensibilité extrêmement forte. Et ce que les gens ne voient pas particulièrement, je parle des gens, les salariés ou les tiers, qui sont en lien. Un chef d'entreprise, c'est une éponge, c'est quelqu'un dans l'empathie. Certains peuvent, à force d'être déçus ou de prendre parfois que cette empathie, etc., soit mal utilisée ont tendance à évoluer vers se créer des murs et donc devenir de plus en plus distants et créer donc une image un peu. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé, que ça allait être aussi impactant sensiblement. Je veux dire, cette empathie allait être si forte et qu'une déception avec un salarié, un conflit, et que la gestion, on va dire, du déceptif allait être si difficile dans une carrière de chef d'entreprise. Je pense que beaucoup, ceux qui sont chefs d'entreprise se reconnaîtront dans ce que je dis. Je pense on doit se couvrir, se blinder, se mettre 18 costumes, mais c'est peut-être la chose humainement la plus compliquée. Alors, je te rejoins complètement parce que pour moi, le chef d'entreprise, c'est le chevalier des temps modernes. C'est celui qui va amener une équipe et qui donc va mettre tout son cœur et toute son âme dans la création de son entreprise et va embarquer des gens. Et donc, effectivement, il a une sensibilité particulière par rapport aux gens qui l'entourent et c'est effectivement quelque chose qui peut être assez lourd à porter. Merci de ce témoignage. Alors, une dernière question, Denis. La traditionnelle question, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? C'est la tribune ouverte, c'est le moment où tu peux me parler de ce dont tu as envie, que tu aurais aimé que je te pose et donc je ne t'ai pas posé. Ne- je puisse rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'effectivement, si je peux me permettre, parce que maintenant, avec une certaine carrière de chef d'entreprise, si je devais demain avoir un cheval de bataille, c'est justement le travail sur l'image du chef d'entreprise. Je pense qu'il y a aujourd'hui
pour parler avec beaucoup de mes confrères. Et c'est lié à tout ce qu'on vient de dire, un décalage entre le qu'on est réellement. Je pense 99% des chefs d'entreprise, des gens humains qui ont envie de changer la société, qui ont envie d'aider les salariés, d'apporter du renouveau, de donner une vraie différenciation, et avec l'image qu'on a, et parfois même de ce qu'on a appris à l'école. Je pense qu'effectivement, c'est important que demain, on en fasse vraiment ceux qui sont vraiment, c'est-à-dire des chevaliers de temps moderne, comme tu viens de dire, des gens humains qui se lèvent le matin en disant: «Je vais faire vivre, 2, 5, 10, 100, 200, 2000 personnes», hem et qu'il faut que ça devienne, comme dans d'autres pays, des exemples, parce que c'est vraiment eux qui changent la société. Pas les politiques, pas les administratifs, même si j'ai beaucoup de respect, hein, je ne suis pas en train de faire du dénigrement, mais je pense que sans l'entreprise, l'esprit d'entreprise, la société ne change pas. Voilà, voilà ma Le mot de la ma fin. remarque. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Denis, du temps que tu nous as accordé, et d'avoir parlé avec ton cœur, parce qu'on sent que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Merci de ton temps, merci de ce témoignage. Chers amis auditeurs, je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir, Denis. Merci, au revoir.